ce qu'a dit Macron hier. En vrai, il n'a pas dit grand-chose de extrêmement profond qu'on ne savait pas déjà, mais on va y revenir d'ailleurs. C'est quoi cet exercice-là de la grande, des 3 heures de prime time sur TF1 un mardi soir, en pleine ouverture du Festival de Cannes en plus, le salaud. Non, je dis ça parce que je regardais Cannes aussi. mais, mais, euh, mais voilà, du coup, on va écouter le monde et puis on en parle juste après sur déjà la forme même de cette émission. Donc, c'était donc sur lemonde.fr. Emmanuel Macron a répondu pendant plus de 3 heures sur le plateau de TF1 aux questions du présentateur Gilles Boulot et de personnalités issues de la société civile. L'objectif pour le chef de l'État, défendre ses 8 ans d'action à l'Élysée. Des débats l'ont opposé à Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, à la directrice de la fondation IFRAP, Agnès Verdier-Molinier, au maire de Béziers, Robert Ménard, et à la journaliste Salomé Saquet. Voici ce qu'il faut retenir de son intervention. Tout d'abord, Emmanuel Macron n'a pas échappé aux questions concernant les différentes guerres. Monsieur le Président, ce qui se passe actuellement à Gaza relève-t-il du génocide ? C'est pas à un responsable politique d'employer ces termes, c'est aux historiens en temps voulu. Non. Aujourd'hui, c'est un drame humanitaire et c'est inacceptable. Ce qui fait, c'est une honte. C'est une honte. Attendu sur le sujet du référendum, Alors pause, parce qu'on va décortiquer. Donc là, c'est la première chose à retenir, on va dire, c'est sa position sur Gaza. Bon, on note 2 choses. On note effectivement ce que le monde a noté, qu'il refuse de dire le mot génocide. Ça, c'est un premier point. En disant que c'est aux historiens de le faire, mais enfin, il y a déjà des historiens qui se mouillent en fait pour le dire. Et par ailleurs, il y a déjà aussi des rapports de l'ONU, notamment sur au moins le risque génocidaire. Donc déjà, il pourrait s'appuyer là-dessus, sur le droit international. Mais bon, ce qui est aussi important, c'est de voir qu'il est quand même, il prend sa distance avec Netanyahou. Et en tout cas, c'est du discursif, hein, évidemment. Quand c'est pas accompagné de sanctions ou de décisions diplomatiques, ça n'a pas grande valeur. Mais on rappelle qu'il est censé, enfin, il est probable qu'ils reconnaissent dans les semaines qui viennent, on parle de la date du 3 ou du 4 juin, je crois, notamment avec une initiative commune avec l'Arabie Saoudite, qu'à cette occasion, ils reconnaissent l'État de Palestine. Donc, c'est pas, il est quand même pas dans une phase, en tout cas discursive, de soutien inconditionnel à Israël. C'est pas vrai. S'il reconnaît, enfin, dire qu'en gros ce que fait Netanyahou là-bas, c'est horrible, et reconnaître potentiellement dans quelques semaines l'État de Palestine, c'est pas non plus une dinguerie, voilà, genre c'est pas, il est pas devenu non plus un soutien très solide de la cause palestinienne, mais c'est déjà un petit pas par rapport à ce que d'autres qui défendent bec et ongle Netanyahou peuvent dire. Voilà, donc juste c'est pour le mettre en place. Nous gardons en tête que dans son agenda, il y a la potentielle reconnaissance de l'État de Palestine début juin et que ça explique aussi cette espèce d'entre-deux où voilà, où il ne refuse de parler de génocide, mais il n'en a jamais parlé de toute façon. Et par ailleurs, où il prend sa distance avec Netanyahou. On continue. Emmanuel Macron a expliqué ne rien s'interdire et a même annoncé la possibilité d'utiliser cet outil sur la question de la fin de vie. Si, à l'issue de ces premières lectures, on voyait qu'au fond, il y a un enlisement, qu'il y a une espèce d'impossibilité d'aller au bout, à ce moment-là, je pense que le référendum peut être une voie pour débloquer et permettre aux Françaises et aux Français de s'exprimer. Mais je le ferai d'abord avec beaucoup de précautions, et je ne le ferai que si c'était bloqué. Je pense que d'abord, il y a le travail du Parlement, et moi, j'espère qu'il y aura un cheminement respectueux, équilibré, qui se fera dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Bon, là, c'est un peu absurde, parce qu'en fait, c'est la partie où il parle il parle de la question de la fin de vie et qui dit qu'il pourrait y avoir un référendum en cas d'enlisement. Mais en fait, il n'y a pas d'enlisement sur la question de la fin de vie. C'est une question extrêmement délicate. Il y a des clivages extrêmement forts qui dépassent largement la question progressiste, conservateur, en gauche-droite. C'est bien plus large que ça. Chacun est renvoyé à sa propre conscience. C'est un débat philosophique aussi, individuel, son rapport à la mort, son rapport à la liberté, etc. Donc, c'est extrêmement compliqué. Vous avez des gens contre à gauche, vous avez des gens pour à droite. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Mais les débats se passent bien, en fait. C'est-à-dire que c'est une vraie question de société et elle est extrêmement épineuse. Mais les débats, pour un sujet de cette épaisseur-là, j'ai envie de dire, cette épaisseur même existentielle presque, et ben en fait, il se passe bien. Et donc, là, ce que dit Macron, c'est bizarre, parce qu'en fait, il prend l'exemple, en gros, il prend l'exemple du référendum comme remède à l'enlisement démocratique sur une question qui, au Parlement, se passe bien. Donc, c'est absurde. Je pense qu'il faut revenir là-dessus, parce que c'est un premier point important, c'est, en fait, quand on nous avait annoncé cette émission, on nous avait dit il va annoncer des référendums, en gros. Il nous avait dit ça.
En gros, c'est l'émission où Macron reprend la main, parce que ça fait 1 an qu'en gros, avec la dissolution, le fait qu'il a encore une majorité encore plus relative, bâtie avec LR maintenant, en fait, il a perdu la main. Mais Macron, c'est plus l'acteur central du récit du quinquennat. C'est pas vrai. C'est l'Assemblée, c'est aussi c'est Bayrou, mais c'est aussi Retailleau qui a pris une place énorme. C'est évidemment ses oppositions, Marine Le Pen, Bardella, Mélenchon. Bref, c'est tous ces gens-là qui incarnent en fait le récit politique. Maintenant, Macron, il est presque en second plan. Pas tout le temps, mais il est souvent en second plan. Il a essayé de gratter des moments. On se souvient de Notre-Dame de Paris comme une espèce de moment de réaffirmation de la souveraineté, quasiment en souverain monarchique dans Notre-Dame. Mais en fait, c'est essentiellement de la communication qui fait qu'il existe. Et là, typiquement, cet exercice-là, en fait, on nous annonçait des annonces. Il n'y en a pas eu. Par exemple, sur le référendum, il n'y a pas eu d'annonce. Il n'y a pas eu un seul référendum annoncé. Il y a eu la possibilité que plus tard, le recours au référendum soit une solution. C'est tout ce qu'il a dit. En fait, cette émission, ça a été 3 heures de Macron qui fait de la démonstration de force, mais purement discursive. C'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 3 heures, il a parlé d'absolument tous les sujets. C'est-à-dire qu'on l'a interrogé sur l'Ukraine, on l'a interrogé sur Gaza, on l'a interrogé sur la question écologique, pas beaucoup, faut l'admettre, mais on l'a quand même interrogé là-dessus, sur la question de la santé mentale des jeunes. Il y a Thibaut InShape, il faudra qu'on parle du casting aussi, mais il y a Thibaut InShape qui l'a interrogé sur le sport, on lui a parlé du voile, on lui a parlé prison, police, lutte contre les stupéfiants, retraite évidemment, on lui a parlé d'ArcelorMittal, on lui a parlé donc de désindustrialisation, de délocalisation, de la question des nationalisations, on va y revenir aussi. Bref, on a parlé de tous les sujets. Et Macron a eu l'air à l'aise sur tous les sujets. Je pense que ça, c'est sa première chose. C'est-à-dire, en fait, il a voulu montrer que c'est le père de la nation. En gros, c'est dans sa vision, évidemment, c'est pas moi qui le dis. Et qu'il est capable de maîtriser tous les dossiers. Et je vais vous faire une petite confidence. Il se trouve que moi, j'ai interviewé, j'étais pas le seul, mais j'ai interviewé Macron. C'était l'interview de Macron dans l'UMA que vous avez peut-être lu, c'était en février 2024, donc il y a un peu plus d'1 an maintenant. On était 4 à l'interviewer, donc il y avait aussi Maud Vergnol, Rosa Moussaoui et Emilio Mellet. Et un truc qui nous avait impressionné, et je vous le dis à l'époque, c'était que, pareil, on avait survolé moins de sujets que là sur cette émission, mais on avait quand même parlé de pas mal de choses. Et en fait, on avait été impressionné par le côté, oui, sa maîtrise des sujets. Je ne doute pas qu'il a une armée de conseillers qui lui font des fiches, mais en l'occurrence, pendant l'entretien, il n'avait pas une fiche, il n'avait pas un dossier en face de lui. Et en fait, il avait une maîtrise, une espèce d'hypermnésie, une maîtrise des sujets qui était assez impressionnante. Ce qui ne veut pas dire qu'il a dit des choses passionnantes par ailleurs, mais de fait, en fait, il y a une espèce de... Je pense que le spectateur lambda, il se dit, putain, il est fort quand même. Ouais, il est fort. Il a réussi. Il n'y a pas un sujet qui le met vraiment mal à l'aise. Il est capable de tout survoler. Il connaît tout. En fait, il y a un côté omnipotence présidentielle très 5e République qu'il a arrivé à incarner, alors que, en vrai, le mec est complètement impuissant depuis 1 an. C'est-à-dire que depuis 1 an, le quinquennat, il est en panne sèche. C'est-à-dire que la seule chose... Enfin, je veux dire, il y a eu depuis la dissolution, il y a eu quoi? Il y a eu les JO, c'était la trêve, donc il ne s'est rien passé politiquement très majeur. Ensuite, il y a eu Barnier qui s'est cassé la gueule sur le budget. Bayrou, la seule chose qu'il a réussi à faire, c'est passer un budget, mais il n'y a pas de grande loi depuis 1 an. La seule grande loi sociétale, justement, dont on parlait, c'était la loi de fin de vie. Mais la loi de fin de vie, elle était antérieure. Elle a justement été mise à l'arrêt par la dissolution, elle a été reprise. Mais c'est un projet antérieur, un vieux projet en plus dans les cartons de la Macronie. Mais c'est pas du tout, qui est porté par le MoDem d'ailleurs, par Olivier Falorni. Mais c'est pas du tout une loi de Bayrou, par exemple. En plus, on sait que Bayrou, il est contre. Bref, donc... Encore une fois, je ne dis pas qu'il maîtrise tout, hein. Je dis qu'il donne la sensation de maîtriser tout pour qu'on soit bien d'accord dans notre discussion. C'est ça l'objet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 3 heures de Macron qui dit « Mais venez, amenez-moi des gens en contradiction. Amenez-moi Sophie Binet, amenez-moi Salomé Saké, là, j'en ai rien à foutre, j'en fais ce que je veux. Amenez-moi Robert Ménard, je vais vous claquer le beignet d'extrême droite. Amenez-moi des petits jeunes, là, genre Thibaut InShape, et je sais plus comment s'appelait le président de Banlieue Climat aussi, qui l'a interrogé sur l'écologie, sur notamment les batteries en lithium. C'était hyper intéressant d'ailleurs comme question qu'il lui a posée, mais voilà, en gros il dit mais allez-y, franchement je ne suis pas déstabilisé jamais. Donc voilà, en fait il a juste survolé des sujets tellement qu'à la fin tu as l'impression qu'il a annoncé 50 trucs ou qu'il a raconté 50 000 trucs, mais quand tu fais le résumé concret de ce qu'il a dit, en fait il n'y a pas grand chose, et la preuve ça se résume dans une story du Monde
de 2 minutes. D'ailleurs, on va finir la story et puis après on ira dans le détail parce que je vais moi-même sélectionner des extraits qui m'intéressent de ce que ça raconte aussi du quinquennat. Donc, on finit la vidéo du Monde. Emmanuel Macron a également répondu à plusieurs questions portant sur des sujets de société. Il s'est notamment prononcé contre le port de signes religieux, comme le voile islamique dans les compétitions sportives. Il a aussi réitéré sa volonté d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et a dit vouloir une loi étendant les pouvoirs des polices municipales. Enfin, le chef de l'État a refusé de répondre à l'éventualité d'une nouvelle candidature pour les présidentielles de 2032. Je pense chaque jour une seule chose, c'est notre pays. Et c'est aller au terme de ce mandat en ayant fait tout ce que je pouvais faire. Et donc je me battrai jusqu'au bout. Et puis quand j'aurai fini, je réfléchirai à la suite. Et à ce moment-là, je pourrai vous répondre. Mais aujourd'hui, j'y ai pas réfléchi. Emmanuel Macron a répondu pendant plus de 3 heures. Ah, ça c'est faux, il a complètement réfléchi, hein, mais évidemment, c'est les circonstances qui trancheront s'il sera candidat ou pas, mais d'ici 2032, il a le temps de se passer 15 000 dingueries, mais évidemment, ne le croyez pas quand il dit, mais vous n'êtes pas dupe, je pense, ne le croyez pas quand il dit qu'il n'y a pas réfléchi. Oui, sur la question des référendums, j'y reste, parce que c'est vraiment cette espèce de déception, cette émission qui était... non pas que j'attendais des choses et d'être satisfait par Emmanuel Macron, mais j'attendais qu'il se passe quelque chose politiquement. Sur la question des référendums, notamment, on y a vu tous, enfin tous les observateurs politiques, ils voyaient une solution pour recréer du récit politique et dans un moment qui est complètement coincé où effectivement tu as l'impression que le seul objectif de Bayrou, après avoir dans la douleur accouché du budget 2025, c'est d'accoucher du budget 2026, qui, parenthèse, on en reparlera peut-être dans d'autres émissions, est un budget encore plus sévère, encore plus sale, donc bon courage pour le passer. En tout cas, bref, c'est le seul objectif de Bayrou, c'est de voter des feuilles de route budgétaires. Vraiment, il n'y a pas de grand texte. Donc se dire, le référendum, c'est une technique. Tu esquives le Parlement, tu poses des questions aux Français. Si tu es malin, tu poses des questions qui sont pas... où tu vas pas te casser la gueule, pas trop clivante, où tu poses 3-4 questions, dont une question où tu es sûr que tu vas pas perdre parce que ça fait consensus. Et comme ça, tu dis, regardez, j'ai gagné mon référendum. Parce qu'évidemment, il y a le risque que si tu poses une question, les gens te répondent non parce que c'est Macron qui l'a posée. Voilà, tout simplement. Donc c'est un peu l'exemple du référendum de Gaulle en 69 sur la réforme territoriale et institutionnelle. En fait, ça a été un non à De Gaulle, plus qu'à la question qui était posée. Bref, vous m'avez compris. Donc, en fait, il n'a rien annoncé du tout. Et en fait, il dit juste, oui, c'est une nouvelle méthode possible. Le problème, c'est que le refrain de la nouvelle méthode démocratique, c'est-à-dire si on est enlisé, je vous propose qu'on fasse ça, ça fait 3 ans qu'il nous le ressort. Et en fait, je vous ai même sorti des articles parce que je m'étais dit, putain, mais nouvelle méthode, j'ai l'impression que ce mot, il résonne à mon oreille, il y a un énorme air de déjà-vu. Et bien oui, du coup, j'ai regardé. Regardez, par exemple, nouvelle méthode, on l'avait là, c'était en 2024, c'était après la chute de Barnier. Donc ça, c'était la nouvelle méthode pour former un gouvernement. Il était censé consulter tous les partis, même faire émerger une plateforme programmatique commune avec toutes les forces politiques représentées au Parlement. Résultat, c'est François Bayrou qui est Premier ministre et le programme, c'est le programme du macronisme. Hein. Globalement, il n'y a aucun amendement au programme. Tout est, la feuille de route n'a pas bougé, comme s'il n'avait pas perdu les élections, comme s'il n'avait pas déjà perdu, entre guillemets, les élections de 2022, puisqu'il avait déjà une majorité relative, et empirer sa situation avec la dissolution. Donc, voilà. Donc ça, c'était la dernière occurrence, de nouvelle méthode. Et si on remonte plus loin, 2022, cette fois, le président a promis de changer de méthode pour son second quinquennat, nous raconte Ouest France. C'était en juin 2022. Donc, c'était au moment des législatives de 2022. Voilà. Donc, il promettait ça. Alors, est-ce que c'était avant ou après le 6 juin? J'ai un doute. Est-ce que c'était après Oui, je pense que c'était avant. C'était même avant d'avoir la majorité relative, puisqu'après, il avait dit vous m'avez privé de majorité absolue, ce qui m'invite à penser une nouvelle méthode. Nouvelle méthode dont on n'a pas vu la couleur, ou alors il y a quelque chose qui m'a échappé. Hugo Ling me dit, est-ce que ça fait 3 ans? 3 ans, peut-être que ça fait plus, parce qu'il y a aussi eu la convention citoyenne pour le climat, il y a eu le grand débat. Et effectivement, je vois que Hassan Twitch nous dit depuis les Gilets jaunes, t'as raison. Mais depuis 2022, comme la situation politique a changé, avant, en vrai, il n'en avait rien à foutre, il avait la majorité absolue, il pouvait très bien se permettre évidemment, il ne le disait pas comme ça, mais de faire
tout ce qu'il voulait. Il avait 350 députés à sa botte. Tout texte pouvait passer sans même 49.3 d'ailleurs, puisqu'il avait la majo et la certitude que les textes soient adoptés. Depuis 2022, on va dire que de fait, la situation politique a bougé et que la nouvelle méthode pourrait être entendable. Mais c'est pas le cas. Donc voilà, je vous le dis, alors quelqu'un nous demande juste, est-ce que ce serait possible de mettre les séances Twitch sur la chaîne YouTube du journal? Mais elles y sont, hein, je crois. En tout cas, on les découpe et on fait des capsules normalement avec le... Pas toutes, mais la grande partie des choses qu'on a. Donc, par exemple, ça sera sur YouTube, ce que je suis en train de dire. Voilà, pour info. Donc n'hésite pas à aller sur le site de l'UMA. Sur la chaîne YouTube, pardon, de l'UMA, pour voir ça. Donc voilà, bref, je voulais vous dire ça parce que voilà, le côté nouvelle méthode démocratique de Macron, ça me fatigue un peu. Et surtout, c'est quand même du bullshit. Et allons voir ce qu'il a dit concrètement, pour vous dire à quel point c'est du foutage de gueule. Par exemple, il a parlé des impôts face à Agnès Verdier-Molinier, qui est une espèce de méga lobbyiste de la saignée de la fonction publique. En gros, elle est présentée comme la présidente d'un institut, un think tank, en gros, mais en fait, c'est vraiment juste une lobbyiste qui veut qu'on sabre dans les dépenses publiques et qu'on dégomme. C'est la tronçonneuse de Milei, hein, globalement, Agnès Verdier-Molinier. Mais bref, elle posait des questions, celles que TF1 a choisies pour poser des questions sur la question financière, ce qui déjà est pas anodin. D'ailleurs, si on faisait un petit point quand même rapidement sur... si on fait un petit point sur quand même les invités, en gros, sur la question industrielle, ils ont invité la CGT, donc Sophie Binet. Bon, nous, on va pas aller sur ça, évidemment. Ensuite, sur la question financière, ils ont invité donc une espèce de meuf en croisade contre les dépenses publiques. Mais en fait, c'est presque caricatural comme choix de casting à chaque fois. Ensuite, pour parler des jeunes, ils ont invité Salomé Saké, donc journaliste à Blast, que vous connaissez sans doute. Pour parler d'écologie, il y a eu vite fait un moment en distanciel avec donc un journaliste qui voulait parler du lien entre social et écologie pour l'association Banlieue Climat. Ça, c'était intéressant. Pour parler du sport à l'école, Thibaut InShape, voilà, parce que pourquoi pas. Pourquoi surtout. Et pour parler sécurité, évidemment, quelqu'un d'extrême droite, un maire, Robert Ménard, le maire de Béziers. Voilà, bon, c'était assez... Enfin, voilà, le casting, il est quand même assez caricatural au final. Parce que on fait incarner des sujets à une seule personne et... Enfin bref, il y a une espèce de volonté de pluralisme avec des gens de libéraux, des gens de gauche, etc. Mais enfin, bon, il n'y a pas de casting parfait, je pense, mais ça aurait été peut-être plus intéressant d'avoir plusieurs personnes sur le plateau pour avoir plusieurs voix, bref. Donc, on va écouter cet échange avec Agnès Verdier-Molinier sur la question de la dette. Tellement contre augmenter les impôts. Si on peut regarder juste le déficit. Mais moi que aussi, vous avez apporté, Voilà. c'est Donc, un schéma oui, que vous avez, mais que qui est vous-même factuel, avez apporté. qui est un truc Oui. public qui est sorti. Bon, donc là, on protège, mais donc on a évité le chômage. Et derrière ça, on fait des économies pendant cette période. Parce qu'on fait nos réformes de l'assurance. On va trop loin. Pardon. On fait nos réformes de l'assurance chômage, etc., qui est les clés. Je vais y revenir sur comment on fait des économies. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait en sortie? On a en effet la guerre, l'inflation. On a protégé. On a protégé plus que les voisins, vous avez raison. Plus longtemps. Mais pourquoi? Parce qu'on a, En 2022, monsieur on le a Président. protégé pour réformer. En 2022. Non, mais j'assume totalement. En 2022, monsieur le Président, Alors, on a c'est pas l'extrait que dépensé je voulais vous montrer, c'est pas 90 grave. milliards de plus que ce qui avait été... Moi, ce qui m'intéressait, c'était plus le début. C'était sur, en gros, il y a 2 extraits. Ouais, quand il parle, en gros, il est hors de question d'augmenter les impôts. Ça, c'est assez, pareil, représentatif de à quoi a servi cette émission. Cette émission, c'est Macron qui, pendant 3 heures, n'a pas lâché, concédé une seule erreur. Et en fait, c'est vraiment le sens de tout son quinquennat. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron est incapable de dire qu'il s'est trompé. Il est incapable de dire qu'il a raté. Rappelez-vous la fameuse phrase, ce n'est pas un échec, c'est pas que ça a pas, c'est pas un échec, c'est que ça n'a pas marché. Rappelez-vous la phrase après les législatives, personne n'a gagné. Genre, j'ai perdu, mais en fait, personne n'a gagné. Bref, c'est vraiment des phrases de mauvais perdants, vraiment. Et Emmanuel Macron est incapable d'accepter de dire qu'il s'est planté. Bon, bah là, typiquement, donc, il en est revenu à cette question des impôts. On n'augmentera pas les impôts. Il faut bien comprendre un truc, c'est qu'en Macronie, on n'augmentera pas les impôts, c'est devenu une espèce de catéchisme. C'est-à-dire que
Enfin, c'est vraiment comme Jésus est né le 25 décembre, quoi. Les gens ont le droit de croire ça, mais c'est arbitraire. Macron, c'est pareil. Ils ont le droit de croire qu'il ne faut pas augmenter les impôts, mais c'est complètement arbitraire. Et à la fin, c'est déconnecté de toute rationalité économique. On sait que dans le déficit, il y a un manque à gagner énorme du fait des baisses des recettes fiscales. Et je vois qu'il y a des gens qui citent dans le chat, par exemple, qu'on aurait pu inviter Michael Zemmour, l'économiste, qui aurait probablement dit ça. Après, il faut qu'on soit un peu honnête. Nous, on aurait aimé qu'il invite des gens de gauche sur tous les sujets. Mais en vrai, bon, il y a un pluralisme sur TF1. Il y a déjà Salomé Saké, il y a déjà Sophie Binet, c'est déjà pas mal en vrai. Ça aurait pu être pire. Franchement, ça aurait pu être pire. Mais il va pas inviter que les gens que nous, à l'UMA, et dans les gens qui nous écoutent. On aura envie qu'il invite. Donc bon, pourquoi pas avoir des gens, évidemment, d'avoir des gens de droite. Mais ce que je critiquais, c'était plutôt le côté caricatural du casting, où en fait on fait incarner tout un sujet à une seule personne. En vrai, même Sophie Binet n'incarne pas elle toute seule la question de la désindustrialisation. Et c'est bien qu'elle soit là, elle, mais on aurait pu avoir d'autres acteurs aussi. Et Agnès Verdier-Moliniez ne saurait incarner elle toute seule la question de la lutte contre les déficits. C'est absurde en fait. Mais c'est ce que finalement le casting finit par donner à croire. C'est ça qui me perturbe, moi. En gros, c'est là où je vois ma critique. Par exemple, typiquement sur la sécurité, ça fait chier que la sécurité soit incarnée uniquement par Robert Ménard. Voilà. Mais comme ça peut faire chier probablement les gens de droite que la question économique du travail soit incarnée uniquement par la CGT. Je comprendrais que quelqu'un de droite me dit chiant quoi. Genre, il y a d'autres gens à droite qui peuvent en parler aussi. Et il aura pas tort. Donc voilà, bref. Mais donc ce que je veux dire, c'est que là vraiment, on a vu sur cet exemple des impôts, c'est vraiment caricaturellement emblématique de ce que cette émission a été, c'est-à-dire Macron qui a fait du satisfecit pendant 3 heures. Pendant 3 heures, il a dit « Mais on a tout bien fait, les gars. On a tout bien fait. Regardez comme je peux jongler d'un sujet à l'autre et que je ne suis pas déstabilisé. Et regardez comme je suis solide sur mes appuis. Et regardez comment je suis imperturbable. Et comme quoi on a tout réussi et je m'accroche à mon cap. » Et alors justement là-dessus, il y a quand même 2-3 trucs qu'il faut que je vous montre qui sont emblématiques de ça et vraiment d'une espèce de déni dans lequel s'enferme le macronisme. À un moment, il y a une discussion avec Sophie Binet sur la question démocratique. On va écouter leur échange. Avec une réforme des retraites. Oui, d'ailleurs, vous avez eu une majorité très mal élue, qui était minoritaire dès le début à cause de... Je voudrais quand même répondre sur la question démocratique. J'ai été en campagne présidentielle en 2022 avec une réforme des retraites. Oui, d'ailleurs, vous avez eu une majorité très mal élue, qui était minoritaire dès le début à cause de ça, aux élections législatives. J'ai été élu aux élections présidentielles avec un chiffre qui n'a rien à envier à beaucoup de mes prédécesseurs. En face de vous, il y avait l'extrême droite. Mais madame, pardon. Même moi, j'ai voté pour vous. Mais merci d'abord. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'une fois au deuxième tour, on élimine, mais au premier tour, on choisit. Monsieur le Président, et il me semble qu'au premier tour, on s'éloigne. Non. On s'éloigne de l'économie et des retraites. Dont taxe. Donc elle est importante. D'accord. Il n'y a pas eu de copie cachée. Ce que j'ai même présenté aux Français en campagne présidentielle, c'est une réforme à 65 ans. Donc, je ne me suis pas caché, je n'ai pas menti aux Français, je suis allé devant, je l'ai défendu. Est-ce que ça m'a fait perdre au premier tour? Sinon, vous auriez dû choisir entre quelqu'un d'autre et Mme Le Pen? Non. Donc, il y a eu une validation démocratique. Ensuite, ce que vous dites sur le vote est faux. Parce qu'il y avait une majorité qui n'était pas une majorité absolue. Le gouvernement d'Elisabeth Borne a utilisé la Constitution et l'article 49.3. Mais il y a eu un vote. Non. Et d'ailleurs, l'expérience... La réforme n'a pas été votée. Pardon, il y a un vote qui est un vote de confiance ou de défiance. La réforme n'a pas été votée. Et donc, le votée. gouvernement de la République, la réforme a été votée parce que le gouvernement de la République a engagé sa responsabilité sur cette réforme et qu'il n'y a pas eu de majorité pour le faire tomber. Un tout dernier point, s'il vous plaît. Non, nous sommes au bout du temps qui était une toute dernière question. Voilà, le 49.3, c'est ça la démocratie. Non, ce qui m'intéresse, c'est cette femme. En fait, je ne pensais pas, mais peut-être naïvement, je ne pensais pas que cet argument du vous m'avez élu, je fais ce que je veux, parce que c'est à peu près ça le résumé, tiendrait encore 3 ans après, surtout après la dissolution. C'est-à-dire que ça tenait avant la dissolution. Pour reciter l'entretien qu'on avait eu avec lui il y a 1 an et quelques, il nous l'avait sorti cet argument. Il avait dit bah ouais les gars, mais j'ai été élu, j'ai pas menti. Même la réforme, elle a un peu des retraites, elle est un peu plus faible entre guillemets que ce que j'avais dit, parce que j'avais dit 65 ans. Finalement c'est 64. Ouais, regardez, j'ai fait un compromis et surtout c'était dans mon programme.
Mais effectivement, c'est nier déjà les conditions de son élection au second tour, qui sont une élection par défaut de barrage républicain face à Marine Le Pen. Donc, ce qui n'empêche pas qu'il a un score, il était premier au premier tour, qu'il avait 28% des gens, je crois, de mémoire, qui ont voté pour lui. Donc, il y a un socle. Hein. Personne ne dit qu'il n'y a pas de socle chez Macron. Mais le socle, il est minoritaire. Et au second tour, son vote, il le doit à un réflexe de « bah non, on ne veut pas l'extrême droite ». Donc, et il avait lui-même dit d'ailleurs, je rappelle, au moment de son élection, je sais qu'il y a des gens qui ont voté pour moi non par conviction, mais par réflexe républicain. Ce vote m'oblige. Bon, je ne sais pas à quoi il l'oblige. J'ai toujours pas compris en quoi ce vote de gauche, hein, pour le dire concrètement, ce vote de gauche de barrage l'a obligé. J'en sais rien. Donc ça l'oblige, ça m'oblige pas du tout en fait, dit Harryman dans le chat. Bah exactement. Donc là, il nous refait le coup de mais non, mais attendez, moi j'avais la réforme des retraites dans mon programme, vous m'avez élu largement. Oui, alors d'accord. Et donc réponse de Binet, elle a raison. Bah oui, mais enfin c'était un vote de barrage. Et puis elle lui rappelle qu'il n'y a pas eu un seul vote. Enfin, il n'y a pas eu qu'un seul vote, pardon, depuis 2022. Il y en a eu 3. C'est-à-dire il y a eu les votes des législatives 2022 qui ont suivi la présidentielle, pardon. Il y a les européennes 2024 où il s'est pris une tôle et du coup il a pris juste derrière une dissolution où il s'est repris une tôle. Donc à un moment il y a peut-être des conclusions démocratiques à tirer de ces 3 échecs, c'est-à-dire la majorité relative en 2022, la défaite aux européennes largement distancée par le RN en 2024 et la dissolution qui donne finalement le NFP en tête d'une très courte tête, et en tout cas une majorité relative encore plus relative pour les macronistes, grâce au soutien des Républicains. Bref, donc tout ça, il l'oublie, il dit, mais voilà, vous m'avez... En fait, il est encore... C'est fou comme de se dire que le gars est encore 3 ans après sur la rhétorique du... Vous avez voté une feuille de route qui ne doit pas bouger. Et je renvoie à ce qu'il disait sur les impôts tout à l'heure. Le catéchisme macroniste sur le ruissellement, les impôts, la réforme des retraites qui serait une bonne chose, etc., n'a pas bougé d'un iota. Et en fait, il fait 3 heures d'émission pour raconter strictement la même chose que de toutes ses prises de parole dans tous les médias, c'est-à-dire j'ai raison, vous avez tort, point barre. Voilà. C'est quand même une longue émission pour raconter ça, quoi. Et encore une fois, c'est de la com, parce que ça ne permet que d'occuper l'espace, de faire croire que ça y est, il est revenu là, qu'il a repris le dessus, qu'il a repris le contrôle sur les choses, qu'il n'est plus simplement un espèce de figurant dans son propre quinquennat, mais qu'il est là pour qu'il a les choses bien en main. Mais en fait, il a les choses que dalle en main. Il est juste en train de répéter les trucs qu'il a déjà dit 15 fois, et dont il ne démordra pas. Et je pense qu'il faut qu'on enterre l'idée qu'il en démorde d'ici à la fin de son quinquennat. Comme ça, on ne sera pas déçu. Voilà. Donc voilà ce qui m'intéressait sur la partie Binet démocratie, mais il y a d'autres trucs que je voulais vous montrer sur l'extrait Binet. Je me suis noté les timecodes. Ouais, sur ArcelorMittal. Bon, ArcelorMittal, vous savez, vous voyez de quoi on parle. Donc c'est cette usine qui menace de fermer, notamment à Dunkerque, des fonderies d'acier. Donc il y a une mobilisation pour sauver les emplois de ArcelorMittal. Et donc question de Sophie Binet, et on va écouter la réponse de Emmanuel Macron. En Europe, était à 85% couverts par nos aciéristes. Aujourd'hui, ils ont perdu une dizaine de points parce qu'on a laissé rentrer de l'acier chinois indien. Il faut mettre en place ce qu'on appelle des clauses de sauvegarde, c'est-à-dire protéger le marché européen. On a commencé à prendre cette décision sous pression française, la Commission l'a annoncé en février. On va pousser pour améliorer ces chiffres, c'est-à-dire revenir à 15% de seuil de déclenchement. La deuxième chose... Donc vous allez laisser Arcelor licencier. Nous allons sauver et Dunkerque et Fos, je vous le dis, les yeux dans les yeux, pas en nationalisant, mais en ayant une politique européenne qui protège notre acier. Et donc, c'est d'avoir des clauses de sauvegarde qui nous protègent de la concurrence déloyale. Deux, on a, nous, mis des conditions pour le CO2. C'est-à-dire on fait payer plus cher le CO2. Attendez, une question toute simple sur ces licenciements. Vous pouvez bloquer maintenant ces 600 licenciements en demandant à vos services de ne pas homologuer le plan de licenciement. Ça, c'est pas une nationalisation. Vous faites un moratoire sur ces licenciements. Les services, ils font leur travail. Mais qu'ils fassent un moratoire sur ces 600 licenciements. Moi, je suis pour qu'on crée plus d'emplois qu'on en supprime, mais je ne suis pas pour bloquer les entreprises quand elles doivent réajuster les choses. Je suis ça veut dire qu'on laisse partir de savoir-faire. Je vous réponds très clairement, et je le dis aux salariés, à leurs familles, à leurs élus. Nous sommes en train de nous battre. J'ai vu hier ArcelorMittal. Nous sommes en train de nous battre et j'ai parlé ce matin à la présidente de la Commission européenne du sujet. Nous sommes en train de nous battre pour obtenir
ce qu'on aurait dû faire bien plus tôt, que la France a poussé, c'est de protéger le marché européen de l'acier. C'est-à-dire, avoir ce seuil de déclenchement à 15% d'un... Bref, vous avez l'idée. Bon, voilà. La réponse qu'il fallait retenir, hein, c'est en gros, sur la question d'ArcelorMittal, il y avait 2 questions posées par la CGT. On n'a pas entendu la première, mais je vous la résume. C'était, est-ce qu'on nationalise ArcelorMittal en considérant que c'est un secteur stratégique pour la souveraineté nationale, et donc qu'il ne faut pas que ça se barre, il ne faut pas que les emplois s'effondrent et qu'il ne faut pas que ça délocalise. Donc est-ce qu'on nationalise pour éviter ça? La réponse du président, c'est non. Et deuxième question, est-ce qu'il faut un moratoire sur les licenciements pour au minimum suspendre le plan social en cours à ArcelorMittal? La réponse est non. Donc lui, il dit qu'il fait des protections, mais ça reste un libéral. Si l'employeur veut supprimer des emplois, il en a le droit, c'est ce qu'il est en train de nous raconter, même s'il le regrette personnellement. Il dit, je préfère que les emplois restent ici, mais en tout cas, si l'employeur veut supprimer, il supprimera. C'est son droit. Donc voilà. Macron, en tout cas, a répondu sur la question d'ArcelorMittal. Autre sujet qu'il fallait retenir dans l'échange avec Binet, il y a les retraites, donc ça, on l'a un peu vu. Donc vous avez vu l'argument aussi, hein, donc sur la retraite, c'est réécrire l'histoire, hein, bien sûr, en disant que la loi a été votée parce qu'il y a eu un 49.3. Alors 49.3, c'est quand même un peu bâtard, parce que il dit, regardez, 49.3, c'est le gouvernement engage sa confiance, sinon il y a une motion de censure en réplique, et si la motion de censure est adoptée, ça vaut chute du gouvernement et chute du texte. Mais c'est pas tout à fait la même chose, parce que tu peux très bien vouloir voter contre un texte, mais pas vouloir faire tomber un gouvernement. Tomber un gouvernement, c'est pas non plus un truc hyper anodin. Donc en fait, en faisant le 49.3 sur les retraites, il a conditionné, lié les deux questions. Il y a lié la question de la réforme des retraites et de l'instabilité avec un gouvernement qui potentiellement serait tombé. Donc en fait, c'est comme un chantage quasiment. Bon, là, on vous demande pas de voter sur la réforme, on vous demande de voter sur est-ce que vous voulez que la République ait encore un gouvernement demain. C'est un peu comme ça que la question est posée en fait. Ce qui fait qu'effectivement, la motion de censure n'est pas passée à l'époque, mais notamment grâce au RN. Mais c'est ça qu'il faut avoir en tête en fait. C'est que oui, c'est la Constitution. Oui, de fait, c'est une instance démocratique dans le sens où ça fait partie des modalités de la démocratie telle que la Constitution l'a définie. On pourrait en discuter de ça quand même. Mais par contre, c'est pas vrai qu'il y a eu un vote sur la réforme en tant que telle. Il n'y a pas eu de vote sur la réforme en tant que telle. Il y a eu une motion de défiance échouée sur la question de faut-il faire tomber le gouvernement qui a fait un 49.3 sur les retraites, ce qui n'est pas la même chose. Je pense qu'il faut le rappeler. Parce que les termes de la question et les termes du débat démocratique ont été modifiés par le 49.3, précisément. Il y a quelqu'un qui nous demande, des métars qui nous demande, est-ce qu'à l'UMA vous avez un genre de dossier sur Arcelor? Ouais, je pense que dans la régie, et on va vous l'envoyer, notamment pour info, on avait fait c'est la semaine dernière, on a fait en fait on a délocalisé la rédaction de l'UMA à Dunkerque, dans les locaux de ArcelorMittal, dans l'usine, et on a fait notre conférence de rédac avec les syndicalistes en lutte de Arcelor, qui était rédacteur en chef d'un jour pour notre journal. Si vous voulez retrouver tout ça, on va vous mettre ça dans le chat, je pense, sur le dossier Arcelor, et vous allez avoir... et puis on a fait plein de papiers, donc oui, on a un dossier Arcelor, je crois. Enfin, j'en suis même sûr. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous mettre encore de Macron? Je vais pas vous torturer toute la matinée, pardon, avec Macron. Mais alors, 2 petits trucs qui m'ont rendu un peu dingo. Donc ça vous avez vu, là je vous ai montré le Macron sportif, avec de la contradiction en face de lui, et qui veut montrer que ça lui fait pas peur, la contradiction, et qu'il sait répondre à tout. Maintenant, on va regarder, à la fin, Macron avait une carte blanche. On lui a demandé de mettre... En gros, c'est les 10 dernières minutes de l'émission. Hein, ça a duré 3h11, et on va dire qu'il y avait un quart d'heure où Macron avait une carte blanche, c'est-à-dire qu'il avait le droit de dire à peu près ce qu'il voulait, et notamment, il avait le droit d'apporter 3 images qu'il devait commenter. D'accord? Et là... c'est là qu'on se dit que c'est pas mal d'avoir Macron avec de la contradiction quand même, c'est quand même plus sympa. On va regarder ce qui se passe quand il a la parole tout seul, et pareil, ça en dit long sur ce qu'il veut incarner aussi. Le timecode. Ouais, c'est là, je crois. Vous avez aussi apporté des photos. Vous m'avez demandé 3 photos. Voilà, et vous avez peut-être un peu triché, il y a 3 photos et demie, oui, peut-être. Je vous en prie. C'est vrai. C'est à vous. J'avoue. Commentez-les
Que veulent-elles dire pour vous et pourquoi sont-elles importantes à vos yeux? Écoutez, c'est, comme vous le voyez, Notre-Dame et ce merci, et c'est ce formidable moment de liesse populaire avec l'épreuve de cyclisme dans les rues de Montmartre à Paris. C'est la fierté. On l'a fait. Et je trouve que quand on se regarde nous-mêmes, c'est un peu le début de notre discussion, on est un pays qui doute, qui est un peu pessimiste. Il y a des tas de... Juste, là, c'est vraiment enfin, c'est ce que je vous racontais sur la panne sèche du quinquennat. Le gars, on lui demande 2 photos pour... Bon, il fait ce qu'il veut, okay, il a carte blanche de sortir des photos pour incarner un truc. Les 2 trucs auxquels il se raccroche, parce que c'est les 2 seuls trucs qui se sont passés depuis 1 an, depuis qu'il a dissous, c'est les JO, qui effectivement étaient une grande fête populaire, voilà, qui se sont bien passés, etc. Il y a plein de choses à dire sur la pauvreté, sur le fait qu'on a viré les pauvres à Paris, tout ça, hein, bien sûr. Mais une fois que tout ça a été fait, avec tout le coût social des JO, force est de constater que les JO se sont bien passés et que ça a été plutôt bien accueilli. La cérémonie, tout ça, bref, je ne vous refais pas tout le discours. Et ensuite, il parle de Notre-Dame comme voilà, le peuple de bâtisseurs, machin. C'est les 2 moments du quinquennat, c'est 2 trucs qui sont du pur symbole. Du coup, on l'écoute. De difficultés, on l'a vu, il y a des vies difficiles. Mais bon Dieu, on est le plus beau pays du monde. Et alors vraiment, si on voulait, on casserait tous les records. Mais Notre-Dame, tout le monde nous a dit que c'était impossible à Pâques 2019, et on l'a fait. Et c'est des milliers de femmes et d'hommes, compagnons, artisans, des entreprises, des architectes, des fonctionnaires. C'est le moment OSS 117, c'est... Mais bon Dieu, vous vous rendez compte qu'on a quand même le plus beau pays du monde? Franchement, on pourrait tout casser. Vraiment, c'est insupportable. C'est vraiment surjouer la note patriotique con, quoi. Genre, oui, notre pays il est beau, mais enfin, il y en a d'autres aussi qui sont beaux, tu vois. Genre, c'est même pas du nationalisme, hein, c'est du chauvinisme bête. Personne ne croit à ça. Enfin, je pense qu'il y a personne à qui ça parle de faire une espèce de chauvinisme BA. Et tu peux pas. Enfin, et puis c'est vraiment essayer de s'approprier des réussites nationales qui sont largement collectives en essayant de les incarner. Genre, la réussite des JO, c'est pas uniquement la réussite de Macron. Je veux dire, c'est la réussite de tous les gens qui ont bossé, les bénévoles sur place, tous les fonctionnaires qui ont bossé pour l'organisation, pour que ça se passe bien. Évidemment, toutes les équipes créatives autour de la cérémonie, etc. Et pareil, Notre-Dame, c'est les artisans, etc. C'est pas Macron lui-même qui, même s'il en a tiré, il a essayé d'en tirer tous les marrons du feu, mais c'est pas lui, quoi. Mais bref, voilà la première question voilà, je voulais juste montrer cet extrait parce que ça me rendait un peu dingo. C'est vraiment le moment où ça me crispe, quoi. Donc voilà, mais je pense que ça vous crispe aussi. Quelqu'un dit, puis la cérémonie d'ouverture va à l'encontre de tout ce qui représente le gars. Bah oui, non, bien sûr. Donc voilà, Enfin, bref, mais il avait déjà fait ça je sais pas si vous écoutez, d'ailleurs je vous fais pas faire ça, mais d'écouter les vœux de Macron chaque année, c'est un peu ça, à chaque fois il essaie de se raccrocher à un truc pour donner une espèce de souffle. C'était pendant les vœux, je crois qu'il avait parlé de peuple de bâtisseurs aussi. Enfin bref, on est sur cette dialectique là pour essayer de donner un espèce de récit national, voilà, mais qui lui échappe complètement, donc c'est assez ridicule, je trouve. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'était quoi? Ah oui, je sais pas si on a un peu de temps. Attends, il faudrait que ouais, on a encore une petite demi-heure. Une demi-heure. Je pense que... alors, il y a ça qu'il a dit. Je voulais un peu avoir l'avis du chat, parce que ça m'intéresse d'avoir un débat là-dessus. Enfin, d'avoir un peu un échange avec vous pendant quelques minutes. La question pour moi... Bon, on va pas l'écouter parce qu'on a déjà assez écouté. Mais en gros, vous avez vu Macron, c'était dans la story du Monde. Macron a proposé, dit qu'il est favorable à l'interdiction des réseaux sociaux pour les jeunes en deçà de 15 ans. Est-ce que ça vous évoque quoi, cette question en vrai? Bon, déjà, il y a la question de la faisabilité. Moi, je ne sais pas comment c'est faisable, mais parce que si c'est juste demander une vérification d'âge sur les sites avant, bon, on sait très bien que il y aura des petits malins qui sauront comment la contourner, mais bon, est-ce que vous en pensez quelque chose, que ça vous intéresse déjà comme sujet? Je trouve qu'il y a un vrai sujet sur le rapport de la jeunesse aux réseaux sociaux, donc ça m'intéresse de voir si vous avez des choses à en dire, vous, dans le chat. Alors, s'il y avait juste Matt Pivon, tu dis pas capable de trouver 3 photos. Il y avait 3 photos, hein. En fait, il y avait même 4. Là, j'en ai montré que 2, mais il y avait bien 4 photos de Macron. Après, il a montré des photos de soldats
mort au Mali et d'un soldat blessé qui s'est reconstruit. Les deux dernières photos de Macron, c'était des photos très notre armée, son sacrifice, etc. C'était très le père, le chef de guerre. Voilà. Juste, c'est vrai que je l'ai pas mis, mais il y avait bien 4 photos et pas juste 2 photos. Alors attendez, du coup tout le monde est en train de réfléchir. Il y a un vrai sujet. Comme d'hab, le réflexe interdiction est insupportable. Les interdictions, c'est jamais une bonne idée. On me dit il faudrait une éducation à ce propos de l'interdire. Oui, effectivement. Bonne question, mauvaise réponse. Ok, bon, vous êtes tous en tout cas sur l'interdiction, c'est con. Plutôt plutôt de l'éducation, effectivement. Parce qu'il y a un vrai sujet. Pour le coup, il y a un vrai sujet sur l'éducation. En plus, là, il discutait l'hypothèse que ça pourrait être un des sujets que le référendum irait trancher. Alors ça me ferait assez marrer qu'on ait un référendum sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, sachant que les moins de 15 ans ne peuvent pas voter. Voilà. Et que on connaît les effets de biais, etc., et de seuil des référendums. C'est les vieux qui vont aller voter au référendum. Parce que le référendum, c'est très gentil, mais il faut déjà partir du principe qu'il y aura de la participation au référendum. Il y a très peu de référendums où il y a eu une forte participation dans l'histoire française. Donc là, typiquement, le référendum pour passer au quinquennat, du septennat au quinquennat, qui est quand même des conséquences institutionnelles majeures dans l'histoire de la République, il y a moins de 50% des gens qui ont voté pour. Je crois que c'était même 25% ou 30%. Donc bref, sachez que déjà il y a ce problème-là. Donc en gros, un référendum sur les réseaux sociaux, ça voudrait dire que des plus de 60 ans, surreprésentés dans le vote, iraient décider ce que les moins de 15 ans ont le droit ou pas le droit de faire. Bon, je le dis juste factuellement comme ça. Et après, ouais, l'éducation aux médias à l'école, je vois que c'est Astérix. Je t'appelais Astérix, tout simplement. Oui, voilà, ça. Tu parles de l'éducation aux médias comme chantier prioritaire plutôt que l'interdire. Voilà. Parce qu'après, Macron dit des choses, il a dit un truc qui est pas con. À un moment, il a dit bah ouais, les jeunes, du coup, ils ont accès à plein de trucs. Et du coup, ça pose des questions aussi sur la relation homme-femme parce qu'il y a des jeunes garçons qui ont accès au porno à des âges beaucoup trop jeunes via les réseaux sociaux, etc. Bon, ça n'a pas attendu les réseaux sociaux, mais c'est un accélérateur. Je pense que ça, pour le coup, c'est un vrai débat de société sur la question notamment du rapport à Internet au sens large et donc au porno, parce qu'on sait très bien que sur Internet, eh bien, la majorité des sites sont des sites pornographiques. Donc voilà, c'est bien d'avoir votre avis. Tous les gens qui ont des... Alors, monsieur Dememaker nous dit tous les gens qui ont des enfants constatent que les effets néfastes des réseaux sur leur santé mentale et leur attention. Je vois pas ce que ça apporte concrètement à un enfant d'avoir un réseau à 13 ou 14 ans. Ok, bah oui, ça c'est bien que tu le dises parce qu'effectivement, moi pour une petite anecdote, mes parents sont profs et constatent effectivement aussi que le temps d'attention de leurs élèves, notamment au collège, a largement diminué. Et effectivement, il y a des études qui montrent que le fait de scroller tout le temps et d'avoir des contenus très courts qui nous assaillent en permanence, et vraiment ce réflexe du scroll, c'est-à-dire en fait, tu regardes un truc 5 secondes et tu passes à autre chose, quoi, eh bien, a des effets sur l'attention. Donc, il y a tout à fait, par contre, Niter, je sais pas, qui dit je suis prof, moi, j'utilise TikTok pour apprendre des choses à mes élèves. Comme quoi, effectivement, c'est bien de rappeler que un outil bien utilisé, ça reste un outil, les réseaux sociaux, et que peut-être que l'utiliser de manière plus pédagogique ou de manière plus encadrée, ça peut permettre d'en faire des bonnes choses. C'est pas à jeter en soi, mais c'est à encadrer. Je rappelle aussi au passage qu'il y a une commission d'enquête sur TikTok et son rôle sur la santé mentale des jeunes qui est en cours à l'Assemblée nationale en ce moment. Et n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Tout est public, enfin les auditions sont publiques et vous pouvez en lire les comptes rendus sur le site de l'Assemblée nationale. Et justement, puisqu'on parle de commission d'enquête, ce n'est pas un outil ce n'est pas un outil neutre. Rappel YOLO, oui, il y a des algorithmes qui régissent ces réseaux sociaux, mais il faut les connaître en fait. Si tu les connais et que tu sais les utiliser, tu peux sans doute avoir un usage plus vertueux de ces réseaux sociaux, notamment dans un but pédagogique, puisque c'était ce que soulevait quelqu'un dans le chat.